On s'est offert à la France et elle n'a pas voulu. À chaque fois, on toujours se montrer du doigt. Origine. Je ressens de plus en plus que je suis considéré comme la source du problème, quoi. Moi, même si je reste 10 générations, je serai toujours un bougnou. C'est devenu tellement banal maintenant, le racisme, que c'est normal. On a tous la même histoire. Je m'appelle Mustapha et depuis que je suis né, j'entends les mêmes mots, les mêmes questions. Tu viens d'où? Tu es de quelle origine? En 30 ans, les choses n'ont pas changé, ou si peu. Pourtant, au début des années 80, des jeunes à la peau un peu traumate ont marché pour dénoncer le racisme. Mais que reste-t-il de leur combat? Pas grand-chose. Notre mémoire a failli, leur parole a disparu. Et depuis, on parle à leur place. Aujourd'hui, on prétend que le racisme revient. Ah bon? Il était parti? Alors pourquoi certains Français sont constamment ramenés à leur couleur de peau, à leur religion, à leur faciès? Où est le ratage? Qu'a fait la République pour nous unir? J'ai voulu redonner la parole à ces hommes et à ces femmes qui ont le sentiment d'être encore des Français pas comme les autres. Voici leur histoire, qui est, qu'on le veuille ou non, une histoire de France. On ne demande pas la lune, on demande de vivre, c'est tout. Sans peur et sans reproche, des jeunes au courage, de Gavroche, Camon Berbère, des Nivers fous, 10 au départ et 100 000 au bout. Moi, je suis un enfant de la fin d'une guerre. Je suis d'origine algérienne. Et à la fin de la guerre, 2 ans après la fin de la guerre, mon père, il nous a tous rapatriés en France. Et on a habité une petite baraque, un petit bidonville du côté de Lyon. Je suis arrivée en France dans les bagages de mes parents, dans une cité de transit dans les environs de Lyon. Les toilettes dehors, pas de chauffage, il fallait mettre un poêle en bois, aller chercher du bois. Je suis arrivée en France en 1966, où j'ai atterri comme atterrissaient beaucoup de mes semblables dans un bidonville. Une seule pièce, la terre battue. Je me revois petite avec un seau d'eau en train d'arroser la terre l'été, parce que pour éviter la poussière. Moi, je suis né en octobre 64. Mes parents, à l'époque, étaient dans le bidonville de Nanterre. Et puis, la vie à Levallois, puisque mes parents, entre-temps, ont bougé à Levallois. 2 pièces, une pour dormir et une pour manger et vivre. Évidemment, pas de salle de bain, la grande bassine en fer, avec le grand lavabo en faïence et les chiottes dans la cour. Chiottes à la turque, un truc angoissant. Et le truc qui me frappait le plus, c'était en hiver. Quand il se mettait à bien faire froid. Et que je regardais les murs et qui pleuraient tout seuls, ils scintaient d'eau, ça coulait, ils caillaient. Et le matin, tu sentais le froid qui était en train de te frapper le bout des pieds. Ensuite, vers les années 69, début 70, on a proposé à mon père, comme l'ensemble des immigrés du secteur à l'époque, un appartement aux Minguettes à la Tour 14. Et puis après, comme pas mal, on a déménagé en HLM, on a découvert l'eau chaude, le confort du logement social. Nos parents nous disaient tout le temps, on n'est pas chez nous, il faut se tenir à carreau, il faut respecter les gens, et surtout ne pas faire de remous, oui. Surtout un peu raser les murs. Ma mère m'a introduit ça dans ma tête, c'est pas chez nous. Voilà. Alors que moi, je voyais pas de différence. Quand avec les copains on chantait Claude François, on chantait Johnny Hallyday, on chantait... Voilà, c'était nos chansons, c'était... on était dans le truc, quoi. Voilà, ce pays, c'est mon bled et je suis français. Je sais que je m'appelle Jamel, mais je suis français. En bon schizophrène identitaire, tu te poses plus la question de qui je suis. Tu prends tous les jeux et tu vis avec.
À l'époque, moi, je ne me posais pas de questions sur mon identité. Je parlais français dehors, je parlais arabe à la maison. Je voyais pas où était le mal, où était mon identité, quoi. C'était les deux. C'était moi. Et l'école alors, ça se passe comment? J'ai aimé. J'ai adoré l'école. J'ai aimé Chateaubriand, Lamartine. J'ai aimé ça, quoi. C'était pour moi, vraiment, je plongeais là-dedans comme on plonge dans une eau chaude et bienveillante, quoi. Moi, c'était Rimbaud, Baudelaire. J'adorais la poésie. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Je pense que c'est le poème qui m'a permis de m'élever. C'est au collège que j'avais senti que... bon, voilà, c'est comme si c'était une erreur, ma présence c'était une erreur. Quand tu te faisais plutôt entendre où t'étais pas, ou allez, t'étais pas très à fond dans la discipline, bon, toi le petit arabe, tu te mets dans le coin s'il te plaît, c'était pas... s'il te plaît, Jamel, tu devrais suivre le cours ou écouter ce que je dis ou ceci ou cela. J'ai eu affaire à quelqu'un qui nous a traité une fois de marchand de tapis. Je comprenais pas trop qu'est-ce que c'est marchand de tapis. Alors, je me suis dit, il fait peut-être référence à mon origine. Moi, la première fois que j'étais chez un Français, j'étais déjà au lycée, même au collège. Je suis jamais rentré dans une famille française dans leur appartement avant le lycée. C'était la ségrégation. C'était pas le racisme culturel, c'est la ségrégation. Elle était physique, elle était intellectuelle, elle était culturelle, elle était scolaire, elle était professionnelle. Il n'y a pas un domaine dans la société où il n'y avait pas de la ségrégation. À l'époque, tu ne pouvais pas croiser un noir ou un arabe en France qui fasse autre chose que creuser un trou ou être dans un chantier. C'était même inimaginable. Donc c'était un déterminisme impitoyable. C'est ça qu'on devait faire. Beaucoup d'entre nous, je ne sais pas si parce qu'on était des enfants d'ouvriers ou fils d'immigrés, il fallait aller dans les lycées d'enseignement professionnel. Dans le quartier au pied de la tour 14, j'avais 12 ans. Je disais, moi, mon rêve, c'était de devenir avocat. Et voilà, je suis devenu un plombier, comme mes amis sont devenus peintres, balayeurs. Voilà, on était fait pour ça. On devait prendre les métiers peut-être de nos parents. J'ai commencé petit à petit à prendre conscience au lycée de mon état, de ma situation, de ma différence. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à découvrir que mes différences peut-être ne m'avantageaient pas toujours dans le regard des autres. Je comprenais aussi que je retournais dans ma cité où personne n'était au lycée pratiquement que moi. Et au fur et à mesure, et surtout en rentrant à la fac, j'ai découvert les expulsions de jeunes copains qui étaient nés en France mais qui étaient expulsés. Et c'est comme ça qu'on a croisé l'itinéraire de carte de séjour. C'est comme ça ils ont eu à jouer pour nous dans des concerts meetings, on appelait ça. Je crois que c'est leur première grande scène à l'époque, en tous les cas, dans les années 80. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire un bon procès? C'est-à-dire qu'il y avait des choses que je voulais raconter. C'était la vie quotidienne de ma génération, la vie quotidienne de mes parents. Donc la manière la plus simple et la plus directe, c'était de faire des chansons. Tu l'as fait, toi? Oui, bien sûr. Tu t'es teint en blond? Oui, je me suis teint en blond. Ça ne marchait pas. Et tu t'es appelé comment? Non, moi je m'appelais Azouz et parfois Marco. Marco, c'est quand on avait la chance de rentrer dans une discothèque, par exemple, et qu'on rencontrait des filles, on n'osait même pas dire nos prénoms, tellement on en avait honte. Donc on avait ingurgité l'idée qu'on était de la mauvaise semence dans ce pays, qu'on n'était pas légitime, et que si on voulait l'être, il fallait changer de gueule, changer de nom, et dire aux filles à qui on demandait leur prénom, et qui me disaient Marlène, qu'on s'appelait Marco, Luigi ou Aldo, mais pas Mohamed, pas Mustapha. Moi, quand j'avais 15 ans, le policier, au lieu de me dire soit t'es un jeune délinquant, soit je
t'es convoqué. On m'appelait Felaga. Un gamin de 15 ans en France, on l'appelle Felaga. Je veux dire, ça te donnait un peu la mesure et le ton de l'état d'esprit de l'époque. Dès qu'on descendait à Paris, contrôle, avec des paroles de merde, avec des insultes, nous traitait de bougnoul ou de sale arabe. Donc ça, c'était un truc, c'était récurrent à l'époque, quand on était gamin. Je me souviens, la première fois de ma vie, on m'a invité dans une soirée du jour de l'an. C'est la première fois de ma vie que j'étais invité dans un truc. J'ai pris les fringues les plus belles que j'avais, je me souviens très bien, c'était un pull blanc que j'avais acheté une petite bouteille et tout ça. Rien qu'acheter une petite bouteille, c'était pas évident. Et je marche pour y aller, et j'entends derrière moi le bruit du diesel. Alors je dis le bruit du diesel, il faut comprendre. À l'époque, il y a deux types de voitures qu'on reconnaissait, les taxis et les voitures de keuf. Elles faisaient le même bruit de moteur. Et on savait, je l'entends, donc je le retourne. Contrôle. Voilà. Avec tes papiers, on a toujours ses papiers avec soi. Voilà. Vous faites là, je suis invité. Ah, t'es invité. Le mec me dit, ah, t'es invité. Tu montes dans la voiture. Et tu montes dans la voiture. Il m'amène au commissariat. Il me met dans la cage. Ferme la cage. Toute la nuit. À 7h, il vient, il ouvre. Il me dit, alors, c'est bien aujourd'hui. J'ai le meilleur de ma vie. Je m'en souviendrai tout le temps. Je me souviens d'un flic qui m'avait arrêté en voiture avec... On était 4 filles dans la voiture. On allait voir un concert de Bernard Lavilliers à Orange. Et il nous arrête, et ça dure un peu longtemps, et au bout d'un moment, je dis, bon, c'est terminé. Il me dit, mais restez avec nous, les filles, qu'est-ce que vous allez voir Bernard Lavilliers? Et il a vu que j'étais un peu dure, j'avais le regard dur, et il me dit, vous, les filles arabes, on vous garderait bien, mais vos frères, on les crèverait. Et il te draguait en te disant, ton frère, on le crèverait. Même pas peur. Même pas peur. À cette époque-là, l'insécurité, c'était nous qui la vivions. C'était nous qui avons peur. Et c'était nos mères qui avaient peur pour nous. Mais vous, peur de quoi? Mais peur de se faire tirer dessus, de se faire massacrer. On a eu des situations où des gens aux minguettes sont sortis, ils se sont fait emmener dans des bois, ils se sont fait matraquer. Donc tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Par la police? Mais absolument. Et en octobre 80, un événement atroce, juste en bas de chez moi, qui est la mort de Lawari Ben Mohamed. Émotion compréhensible après la mort d'un jeune garçon de 17 ans, tué par un CRS lors d'un contrôle de police samedi soir. Les passagers du véhicule dans lequel il se trouvait étaient en règle, mais sans qu'on ait d'explication, un CRS, dont l'arme était braquée sur les jeunes gens, a tiré 4 balles de pistolet mitrailleur et a tué l'adolescent sur le coup. Ça a commencé en 81, 82 jusqu'à 83, fin 83, début 84. Tout le temps, il y avait quelqu'un d'origine maghrébine, un arabe qui se faisait flinguer. Et c'est là où on disait qu'à l'époque, finalement, un arabe a moins de valeur qu'un lapin. Parce que tout simplement, il n'était pas bon d'être un arabe à cette époque-là, c'est tout. C'était aussi simple que ça. Et on détenait une comptabilité macabre à l'époque, puisque chaque affaire, on venait nous demander conseil pour voir comment il fallait agir, comment se défendre. Et je pense que notre moteur, c'était notre survie. Lawari Ben Mohamed, 17 ans, à Marseille, est bien le 14e cette année à mourir sous les balles d'un membre des forces de l'ordre, gendarme ou policier. Le 21 février 1981, c'est mon frère qui se prend une balle dans la tête à 20 mètres de là où est mort Lawari. Donc 4 mois après. Et là, badaboum. Tu t'es déjà pris l'effet Lawari dans la tronche, et là, tu prends ton frère dans l'âme, quoi. Donc en fait, mon frère était à la maison. C'était un vendredi. On était en train de discuter. On écoutait de la musique. On écoutait beaucoup Bob Marley, Marvin Gaye à l'époque. Une espèce de magnéto, là. Et puis il a dit, merde, lundi, c'est la rentrée des classes, parce que c'était les vacances de février. J'ai prêté mon pantalon à un copain. Et il faut que j'aille le chercher, sinon le temps qu'elle le lave et qu'elle le sèche, je l'aurai pas pour lundi. On était tous à la maison, on sortait pas le soir, surtout en hiver, en février. Il y avait un couvre-feu, le soleil se couchait, on était tous dedans, quoi.
Et donc il a supplié ma mère d'aller le chercher, ce putain de pantalon, et il est allé le chercher. Il a rencontré des copains, et dans la cité, il y avait beaucoup d'épaves, ces fameuses voitures qui étaient volées et abandonnées. Et ils sont allés se mettre dans une de ces épaves, une Renault 8, enfin un machin vraiment même pas coté, quoi, une bagnole pourrie. Ils se sont assis, 4 jeunes. Et un voisin, un mec que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève, quoi, a pris son 22 long rifle et a tiré sur la voiture. C'est mon frère qui a pris la balle dans la tête. Et donc on est venu taper à la porte pour nous annoncer ça, quoi. Et donc là, j'ai du mal. J'arrête. Et là, tu vis l'enfer, quoi. Ils étaient petits, mais mes petits frères et sœurs étaient petits. Ma mère était dans un état... Je me souviens de mon père qui a une barbe blanche. Alors qu'il était brun, le lendemain, sa barbe était blanche. Et là... Donc ma mère est tombée malade. Et le 18 mars, je l'ai amenée à l'hôpital de la Timone pour faire des examens. Elle est morte le 12 juillet. Elle n'a pas tenu. Je me souviens de copine de classe, elle me téléphonait, elle venait souvent me voir, elle me réconfortait. Et il y en a une qui m'a dit, s'il te plaît, ne te tue pas. Et je lui avais dit, je peux pas me tuer, je suis condamnée à vivre. Regarde la petite. Elle marche à 4 pattes. Si je meurs, où elle va? Et j'ai tenu le coup pour elle, pour la dernière. Parce que c'est vrai que tu as envie de partir dans ces cas-là. Les autres sont en paix, et toi tu es en guerre. Et donc le dehors devient un non-sens pour toi, un vide. Ce qui peut exister ailleurs ne t'atteint plus. Tu es dans ta douleur et les autres continuent leur vie. Tu peux crier au monde que t'as mal, mais le monde il doit continuer, donc il a continué de vivre. Donc est arrivé ce qui est arrivé un jour. C'est ce qui s'est passé au Minguettes, ce qui s'est passé à Nanterre, ce qui s'est passé à La Courneuve, ce qui s'est passé dans plein d'endroits en France, où l'apparition des jeunes issus d'immigration, ça a été les émeutes. Voilà. C'était le ras-le-bol de tout ça. Les gens, ils veulent mettre des mots sur des choses, c'est ça, l'injustice, le mépris. Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, le 12 août 1981. Cette nuit-là, les loupards de la cité des Minguettes brûlent dans la joie 12 BMW. Ennui, racisme, chômage, la majorité des jeunes qui sont nés dans ces grandes cités ont aujourd'hui entre 15 et 20 ans. 81, la première grande émeute. Voilà. Quand vous êtes parti? Ouais. Je voulais faire la guerre à cette république qui ne voulait pas de moi, cette république qui me met dans le trou. C'est l'un des premiers actes politiques, si je puis permettre de dire ça, de cette jeunesse, entre guillemets, qui avait pas d'horizon. Cité de transit de Nanterreville, on la surnomme la Cité Blanche, et l'émotion y est vive. Samedi dernier, à 30 mètres de là, un homme habitant dans ce pavillon prend son fusil et tire. Abden B, 19 ans, s'écroule, une balle dans le ventre. Il est aujourd'hui dans le coma, entre la vie et la mort. Il a été emmené à l'hôpital et quelques jours plus tard, il est décédé des suites de cette blessure. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, nous, nombreux jeunes qui avions une petite vingtaine d'années, avons décidé de prendre en charge le destin de notre cité. À partir de ces événements-là, on s'est engagé à se battre pour que non seulement il y ait justice, mais qu'en même temps nos familles soient relogées. Mais à l'époque, on faisait peur. Nanterre, on faisait peur. Vous étiez un peu plus radicaux? On disait qu'on était des radicaux, mais quand tu prends une balle dans la tête, c'est radical. Quand tu vis dans un bidonville, c'est radical. Quand tu vis dans les cités transit et qu'on considère pas ta famille, c'est radical. Et de quoi on parle? On parle de gens qui subissent la violence en faisant croire que c'est eux qui font subir la violence à d'autres. Alors que c'est eux, du fait des conditions dans lesquelles on vit. Et comment t'es contrôlé, comment t'es surveillé, les a priori qu'il y a. Ben, oui, il fallait qu'il y ait quelque chose, un cri. Donc 83, c'est vrai qu'il y avait
Une journée de violence inouïe. Ce jour-là, le véhicule qui tournait sur la place de la Tour, j'y étais dedans. Et j'avais un fusil. Un fusil dans le véhicule. J'étais côté passager. T'as pensé à utiliser cette arme? Elle a failli être utilisée, mais les chauffeurs disaient que il n'en a pas laissé le temps. Il n'en a pas laissé le temps. Il t'en a empêché? Ouais. C'était tellement violent qu'il fallait arrêter vite ce cercle et qu'il fallait se lancer dans les actions non violentes. Et on a lancé cette fameuse idée de grève de la faim. Et puis suite à cette grève de la faim, puis après il y a tout eu en même temps, hein, la constitution de l'association SOS Almere Minguette. Toumi était président, j'en étais le trésorier. On en entend parler un peu de partout, comme quoi il y a des jeunes loupards qui ne savent rien faire du tout. Alors nous avons, nous quelques jeunes de ce quartier, décidé de monter une association pour faire voir aux gens qu'on change un peu la réputation de ce quartier. Bon. Et en juin 83, il y a l'événement. Il y avait Toumi, moi et Kader, donc 3. On était au pied de la tour 10. Et en dessous, la rue plus bas, on entend « Aïe, 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 c'est un chien qui bouffait un gars. » Donc le chien commençait à le bouffer, mais le flic qui était avec lui, juste à côté de... C'était un chien policier. Un chien policier, parce que le policier, il était là. Donc il aurait pu faire en sorte que, bon, tenir au moins le chien de manière à ne pas abîmer le mollet du gamin. Donc quand on arrive, 3, Toumi, il prend le chien, il le jette, et d'un coup j'entends boum. J'entends boum. Et j'ai pas eu le temps de regarder Kader, qui était juste à proximité, que je vois Toumi s'écrouler. Heureusement, tiens, on l'a rattrapé. Et je vois ses yeux, c'est le blanc, c'est plus le... Et là, on a vu le sang qui coulait. Puis... C'était le drame. Moi, j'étais pétrifié, j'étais handicapé, j'arrivais pas à bouger. Kader aussi, il n'arrivait pas à bouger. Il était... Comme s'il y a un truc, tu sais, qui tenait comme ça et tu pouvais pas bouger. Pouf. Quel coup. Et il y a eu entre 6 et 7 heures d'intervention chirurgicale. Quand on est retourné dans l'après-midi à l'hôpital, Toumi disait qu'il fallait calmer les choses. Et c'est un peu son côté un peu pèlerin, un peu sage, un peu philosophe, un peu je sais pas quoi. Son lit, le gars, il venait de ramasser une cartouche. Il nous dit et qu'est-ce que vous en pensez de ceci, de cela, de traverser la France et... Ouais, traverser la France. Donc c'est là où la marche s'est imposée. Elle s'est imposée là. Je l'ai perçu comme Toumi ayant reçu une balle et en ayant réchappé. Et il appelait à la marche. Et donc il était pour moi la parole de ceux qui n'ont pas eu sa chance et qui étaient morts. C'était un miraculé qui aurait pu rallonger la liste des autres et qui nous appelait à marcher. Et donc du coup, c'était un appel à tous les frères. Ouais, on devait ça à nos frères aussi, à nos copains qui étaient partis. Marseille, le 15 octobre. Quelques banderoles, une poignée de jeunes, immigrés pour la plupart. La longue marche pour l'égalité démarre dans une indifférence quasi générale. Une démarche pacifique, une marche antiraciste en dépit des brimades, des ratonnades et des crimes commis dans les banlieues. Du sang et des larmes, les immigrés en ont trop versé. Et pourtant, c'est par la sueur qu'ils décident de riposter, pas par la violence. Ce climat de rejet des étrangers qui s'étend comme un cancer, eh bien, il faut l'arrêter. Eh bien, nous allons prendre la route, comme d'autres avant nous l'ont prise, ces Noirs américains ou ces Indiens vus dans le film de Gandhi, ou encore ces paysans du Larzac. Nous allons prendre la route pour essayer de rejoindre tous ceux qui, en France, refusent une France de l'apartheid. La démarche... c'est aussi cette jeunesse qui se définissait comme une jeunesse de France et qui parlait à l'autre partie de la France. La première marche pour l'égalité contre le racisme arrivera à Paris le 3 décembre où se déroulera un grand rassemblement place de la Bastille à 14h. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette marche ? Moi, je pense que ça devait être le sentiment d'injustice que j'ai toujours vécu, en fait, depuis mon enfance.
Et puis moi, je me battais surtout pour la femme, pour la place de la femme dans la société en général et surtout dans la société maghrébine, on va dire, en ce temps-là, quoi. Mon père avait 2 femmes, donc la maison était partagée en 2. Ma mère, c'est la première épouse légale, et après mon père est parti en Algérie, et il en a ramené une 2e, sans qu'on le sache, sans que maman soit au courant. Une fois qu'elle était là, il fallait composer avec, hein. Donc on a composé avec, et puis après on habitait tous ensemble, bien évidemment. Et ta mère ne s'est pas rebellée? Non, ma mère était soumise, très soumise. C'était comment la vie dedans? C'était l'enfer. Inconsciemment, je pense que cette marche devait me servir à me libérer, quoi. C'était mon combat, en fait. Ma renaissance. Les premiers jours de la marche ont été difficiles parce qu'il y avait quasiment pas de monde pour nous accueillir. On ne sentait pas de l'enthousiasme. Et là, le tournant de la marche, c'est le Bordeaux-Vintimille? Le Bordeaux-Vintimille, je crois que c'est ce qu'il a mis, c'est ce qui la France a découvert l'horreur. 3 légionnaires, 3 candidats à la Légion, un peu éméchés, voyant en arabe avec un autoradio, enfin avec des casques, des écouteurs, parce qu'il était tout simplement arabe, le massacrer, le défenestrer d'un train qui allait à vive allure. C'était l'émotion, vraiment une émotion profonde. Ça a choqué le pays, ça a choqué la France. Et la mort d'Habib Grimzi a fait que, du coup, cette marche, elle prenait tout son sens dans ce pays. Il y a des gens qui venaient à notre rencontre, qui nous accueillaient, qui nous ouvraient les bras, qui nous disaient que notre combat était formidable, qui nous soutenaient, qui étaient avec nous, quoi, prêts à nous accompagner dans ce combat. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu que la France profonde n'était pas raciste. Paris, 3 décembre. 100 000 personnes entre la Bastille et Montparnasse. Le premier jour à Marseille, ils étaient 32, très précisément. Paris, c'était impressionnant. Ah oui, tu découvres la capitale. Je découvre la capitale. J'ai tout découvert, c'était tout la première fois, moi. T'avais l'impression que t'étais dans un pays où même le mot racisme ne pouvait pas exister. J'ai oublié la réflexion quand j'avais 15 ans, toi le félaga, toi ceci, toi cela, tout ça c'est sorti, ça s'est subitement évaporé, je me sentais hyper léger. On y va. Et alors là, c'est comme une sorte d'explosion, c'est-à-dire tu vois tellement de choses en très peu de temps que tu comprends pas très bien ce qui se passe. D'abord, tu vois les autres bœufs. C'est une chose de dire les beurs à l'époque, tout ça, mais en fait, on vit chacun dans son quartier, dans sa ville et tout ça. Plus ou moins, on connaît les mecs des autres quartiers de sa ville, un peu ceux qui nous environnent, mais on n'imagine pas qu'il y a des rebeux à Montluçon. Et puis, il y a un autre truc, il y a une masse de gens énorme, et qu'est-ce qu'il y a en majorité des Français? Ça veut dire quoi? Voilà, vous êtes les bienvenus? Ben non, tu comprends qu'ils sont dans ton camp. Dans ton camp. C'est une deuxième naissance. Puisque on est né immigré, et tout d'un coup, un jour, tu découvres que tu fais partie de ce pays. Donc en fait, tu recommences tout à zéro dans ton compteur. Tout va se réécrire à partir de ce moment-là. J'étais dans un état d'euphorie totale. Total. Un espoir comme je crois que j'ai plus jamais eu de ma vie. Putain, on est là, quoi. On est nombreux, on est entre nous, on est capable, on a réussi à faire ça, donc on peut réussir à tout transcender, quoi. Vous êtes venus nombreux de Marseille? Au moins 400, oui. Et pourquoi vous êtes montés de Marseille jusqu'à cette manifestation? Parce qu'on nous croit à la marche. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous attendez? Un monde meilleur pour nous, si c'est possible. On ne demande pas la lune, on demande de vivre, c'est tout. Et vous croyez que la manifestation, la marche va servir à quelque chose? Oui, il y a l'intérêt. Oui. On est là. Et ça prouve au moins qu'on est maintenant capable de s'organiser entre nous. Ouais, on existait, quoi. On existait enfin dans le champ, comme étant un collectif d'humains. C'était l'an 1 du début d'une grande chose entre cette partie de la France et l'autre. C'était cette fameuse rencontre, et là, main dans la main, on avançait ensemble. Mais c'était ce 3 décembre 83, l'une des plus belles journées de ma vie.
Ça t'a gêné qu'on rebaptise la marche pour l'égalité en marche de beurre? Ah, complètement. T'es un beurre, donc forcément, tu peux pas être un Français. Bon, de souche, t'es un beurre. Donc t'es un peu mélangé, quoi. Hein. On t'accorde un petit peu de... Mais ça reste toujours une différence. Ça reste toujours, tu ne peux pas être comme l'autre. Et nous, on n'a jamais dit qu'on était des beurs. Hein. On est des Français. C'est beurre, c'est arabe en verlan, mais beurre, pour moi, c'est de la matière grasse. Pour moi, du beurre, c'est à tartiner, mais on n'est pas là pour se faire tartiner. Hein. La marche en elle-même n'a duré que 5 semaines. Mais ce qu'elle a révélé et ce qu'elle nous a apporté comme espoir est en miroir ce qu'elle nous a apporté comme désespoir après, quoi. Et la chute n'en est que plus grande quand tu vis un moment aussi fort, aussi collectif, une espèce de symbiose nationale venue de partout. Bah, tu peux que tomber de très haut. Plein de Français ont entendu qu'il fallait faire de la place aux Arabes et que ça n'allait pas. Ils n'ont pas entendu parler de la France et de ses valeurs et de la nécessité de mettre en pratique les mythes de l'égalité républicaine. Et c'est comme ça que le Front National a prospéré à partir de cette période aussi sur la base de l'invasion de la société française par les Arabes des banlieues. Depuis plus d'un an, d'élection en élection, le leader du Front National marque des points. Le Front National s'est donné comme objectif non seulement la défense des Français d'abord, mais encore et surtout le règlement d'un certain nombre de problèmes particulièrement importants sur le plan de la cité, sur le plan municipal. Et le premier d'entre eux, résoudre le problème de l'excès d'immigration dans notre pays et les phénomènes qui, en quelque sorte, lui sont subordonnés, à savoir le chômage et l'insécurité. La montée du Front National en 83, l'élection partielle à Dreux, honnêtement, pendant la marche, à un moment, je pensais que même pendant et juste après, j'ai toujours pensé que c'était un phénomène qui allait disparaître. Un phénomène qui allait pas prendre de l'ampleur. Je me suis trompé complètement. Ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien, cette marche. C'était au moment où il y avait quand même l'extrême droite qui était apparue de manière très forte en France. Mais on n'a pas su capitaliser tout ça. On a su mobiliser, on a su ramener du monde, mais on n'a pas su mettre les 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et là, c'est mis en place quelque chose qui nous a complètement dépassé, qui est donc la naissance de SOS Racisme, quoi. Cette génération aurait pu faire quelque chose sur la sortie de la marche, mais comme ça n'a pas fait ça, et qu'il y a une sorte de tête à queue, SOS a pris l'espace. L'affaire de Diego, Sénégalais injustement accusé de vol dans le métro, a tout déclenché. Le 15 octobre 84, Harlem crée avec des copains SOS Racisme. Métis, né de père antillais et de mère alsacienne, Harlem n'a pourtant jamais vraiment souffert lui-même du racisme. Son histoire est celle d'un ras-le-bol, des brimades et des humiliations. Comment ils ont fait? Ils ont monté tout un truc, un numéro, un petit truc, en nous racontant qu'ils étaient dans le métro, qu'il y a eu un problème de langage, quelqu'un a eu des propos racistes, qui sont intervenus, et suite à ça, ils ont dit, on monte SOS Racisme. C'est ça que je suis en train de dire. C'est que c'est pas vrai. Faux. Ils étaient en réunion avec Jean-Louis Bianco, avec Seguela, avec les Julien Drey et autres, pour nous monter une machine de guerre, pour nous défoncer la gueule. Mais pourquoi? Quel est l'intérêt de... Leur intérêt, c'est que comme nous, on était issus d'immigration et d'origine algérienne ou marocaine ou tunisienne, ça la foutait mal de voir des Arabes à la tête de mouvement. Voilà, c'est la vérité, c'est celle-là. La seule chose qu'ils nous ont accordé, c'était une réunion, entre guillemets, plus ou moins secrète, dans un local à la Sorbonne, et ça s'est mal passé. Il y avait donc, d'un côté, l'état-major des SOS Racisme, Harlem, Julien Drey, et tu avais l'Union des étudiants juifs qui était aussi dans le bureau donc de SOS Racisme. Donc tout ça, voilà. Tout ça, c'était eux. Donc on avait ces 5 personnages en face de nous. Pourquoi ça s'est mal passé? Ça s'est mal passé parce que dès que la réunion, avant que la réunion commence, il y avait déjà des réflexions qui étaient désagréables parce que moi, à cette époque-là, comme beaucoup de gens, beaucoup de jeunes d'origine immigrée ou pas, parce que
on avait tous plus ou moins un kéfier palestinien, parce que bon, c'était pas un lien direct à une cause ou soutenir, c'était parce que c'était à la mode à l'époque. Et c'est vrai que tout le monde en mettait à l'époque. Donc moi je suis rentré avec ça, et avant que la réunion commence dans de bonnes dispositions, j'entendais du réflexion. Moi j'ai pas envie de débattre avec ceux qui portent le torchon d'Arafat. Enfin, voilà, attends, voilà. Les Arabes, c'était des fils de bougnoul, les fils de bougnoul qui se mettent à parler correctement français et à venir demander leur dû. On a quand même été les premiers, hein, je veux dire, 132 ans de colonisation, entre 62 et 83, nos parents qui baissaient la tête, et puis d'un coup, nous qui arrivions et qui disions à l'époque le mot égalité, qui donnions quasiment des leçons de égalité, fraternité, liberté, quoi. Mais d'où ils sortent, ceux-là, quoi. Et donc, du coup, il fallait nous faire taire. Alors, il y avait, quand on veut faire taire son ennemi, soit on dit qu'il a la gale, soit on l'embauche. Et il ferme sa gueule. Et on s'est tous retrouvés, pas que moi, on a été plusieurs à rentrer comme par hasard dans l'animation. On a tous eu un boulot, hein. Après la marche, on avait tous un super boulot, enfin des boulots payés à l'époque au SMIC, quoi, 4 000, 5 000 francs de l'époque. Mais on avait un boulot. Donc on était bien occupés à bosser et à oublier, donc on militait moins. Quand tu bosses, tu milites moins. SOS Racisme, c'est un mouvement qui est pensé et organisé. Non pas qu'il se pensait ce qu'il allait devenir. Par le PS? Pas par le PS. Par un groupe politique. Autour d'anciens de l'extrême gauche qui sont dans le Parti Socialiste, autour de Julien Drey, etc. Qui, eux, ont un regard politique sur la marche, la regardent, la voient, ils ont sûrement manifesté d'ailleurs, mais eux le décryptent en comprenant que derrière cette marche, il y a un changement, il y a une force sociale, etc. Subitement, en moins d'un an, les antiracistes de la marche, ça n'existe plus. Ces enfants d'immigrés qui luttent contre le racisme pour l'égalité des droits, ça n'existe plus. Il n'y avait que ces gens-là qui étaient antiracistes. Moi, j'ai pas envie d'être dans un entre-soi. Ni les uns, ni les autres. Moi, quand on venait me voir, on me disait l'UEJF, etc., moi, je le lis. Ça me bétonnait encore plus dans SOS. En fait, moi, je suis antiraciste. Voilà. Je défends pas les Arabes, moi. Moi, je défends tout le monde. Je veux dire, tu te bats pas pour sortir d'une exclusion où tu as vécu toute ton enfance, tout ça, en étant à part dans la société, pour me retrouver à part avec les autres. Parce que, soi-disant, ils me ressembleraient. Par ailleurs, nous, on est des générations où on allait chaque été au bled, tout ça. Alors, au bled, on connaissait. Hein. Au bled, on était les Gaouris, on était les Français. On disait, les mecs se foutaient de nous, vous vivez dans des cages à lapins, c'est pourri votre pays, et gna gna gna. Bon, quoi. Et les mecs, bon, on n'était ni l'un ni l'autre. Je veux dire, la vérité, on était des bâtards. Bon, alors, autant l'assumer. Touche pas à mon pote, c'est simple. C'est que eux, ils ont le droit de me défendre, mais moi, j'ai pas le droit de me défendre. En gros, c'est ça. Tu peux pas toucher à mon pote. Ça fait aussi partie de l'escroquerie. L'antiracisme produit des victimes éternelles. Et nous, on n'avait pas du tout l'intention d'être des victimes éternelles. On n'avait pas peur de l'extrême droite. Nous, on était aussi français que les gens qui se disaient plus nationalistes que nous. Nos parents, ils ont fait la guerre pour libérer la France, pour virer les nazis, pour protéger les juifs. Ils ont construit les autoroutes, ils ont construit les cités, ils ont construit les TGV. On était redevenu un sujet. Alors qu'on avait été un acteur, le touche pas à mon pote faisait qu'on était à nouveau protégé par des blancs ou des organisations. Et on avait refait de nous des sujets. On était redevenu le pote. Mais le pote de qui? Le pote de ceux qui voulaient bien nous protéger. Quelque part, ça signifie qu'on était incapable de se protéger tout seul. Et cette main avec ce touche pas à mon pote était pour moi une offense. Nous, on se bagarrait de nous. On voulait se battre contre les discriminations dont on était victime. Pour ça, il nous fallait des outils législatifs, des lois. On ne voulait pas de la charité, on ne voulait pas de la protection. On voulait la liberté de se défendre. Donc c'était évidemment pas la même méthode, c'est clair. Quand tu voyais touche pas à mon pote, tu disais quoi? Moi, touche-toi à mon pote.
touche-toi. On disait à mon pote de se toucher. Moi, je suis pour le toucher. Touche-nous, touche à mon pote. C'est bien de se toucher, peut-être si tu ne touches pas, il n'y a aucune nature. Il n'y a aucune sexualité, il n'y a aucun amour, il n'y a rien. Donc, c'est que le logo de carte de séjour, c'était une main. Et la première fois où je les vois débarquer, je montre la main de femme. Moi, je dis, méfiez-vous des imitations. Et là, alors là, j'étais le lendemain, c'est qui ce mec? De toute façon, il ne jouera pas à la place de la Concorde parce qu'ils organisaient le concert à la place de la Concorde. Et moi, si je ne joue pas, je fous le bordel. Parce que je dis, quand même, bah, ceux qui vivent ce drame-là, c'est quand même nous. Alors si nous, on ne joue pas... On va faire une chanson bien française, une chanson de Charles Trenet, qui s'appelle 12 France. 12 France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Non mais ça vous va ou pas? Vous avez compris, il y en a qui grincent des dents, hein? On touche au patrimoine, hein? Mais c'est le nôtre aussi, hein? Oui ou non? Si vous êtes là, vous êtes d'accord avec nous, merde? Oui? Charles Trenet, on peut le chanter, nous? Ouais? 12 France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. C'est une manière punk, c'est une manière qui résumait tout. C'est une manière un peu très... À la limite, je crois qu'elle était trop intelligente. Trop... je crois que c'était trop puissant. Parce que je crois que ça a été tellement... Ils ont pris il y a des gens, un télo, des gens qui ont fait ça en pleine gueule. Tu sais que c'est même étudié en tant que chanson subversive, en tant que chanson politique, dans les universités, etc. Hein. Donc, pour que... Waouh! C'est une bombe atomique, quand même. Même maintenant, tu la chantes, voilà. Toi, qu'est-ce que tu voulais dire à travers cette chanson? Non, sincèrement, si, franchement, au-delà du jeu, de l'ambiguïté, qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu avais dans le cœur? Voilà, c'était ça, j'allais dire, je vous pisse sur là, j'ai dit, je vous emmerde. Voilà. Là, chez nous, la grappe, voilà, on est là, de toute façon, on est là pour toujours, et on peut chanter ça, comme on peut chanter du Brassens, comme on peut chanter l'Auvergnat, comme on pouvait chanter, voilà, on est là, basta, c'est tout. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Il y avait toujours une espèce de mode. Les Arabes qui ont réussi, alors on était en photo, et tout, comme des singes, quoi, regardez. Ils mangent plus de bananes, ils ont réussi, ils ont des diplômes maintenant. C'était la vague Beurre is Beautiful, à l'instar donc cette Black is Beautiful aux États-Unis d'Amérique. Le gonne du Shahba, c'est lui, Azouz Begag. Il est loin le bidonville de son enfance qu'il décrit avec ses mots à lui dans son livre. C'était la vague de la littérature beurre. J'étais très médiatisé déjà en 1986-87 pour mon roman et parce que je savais déjà formuler des idées, je savais manier la langue française, accorder les compléments d'objets directs sans me tromper, ce qui faisait de moi un parfait client pour intervenir dans les médias. Et là, il s'agit d'un livre dans lequel je raconte mon histoire de gagnant, une histoire d'un enfant qui avait tout pour ne pas réussir l'école et qui a réussi. Or, il s'agit là d'une image tout à fait nouvelle qui colle à la population immigrée. Peut-être que cela aussi choque certaines gens. Après toi, qu'est-ce que tu deviens après cette marche? Je reviens dans ma case. Tu retournes chez toi dans ton petit quartier pourri, on va dire. C'est mon quartier à moi, à ce temps-là. Tu déchantes vite. Tu reviens, il y a la même misère, le même combat à faire. J'ai construit ma vie, j'ai rencontré le père de mes enfants, j'ai fait de beaux enfants, j'ai continué à me battre tous les jours. Il n'était pas question que je retourne au Manguette, non, surtout pas. J'avais une trouille, donc je me suis dit je vais retomber tout dans le même truc, pareil, chômage, galère. Non.
j'ai découvert... Non, je suis resté à Paris. Non, je suis resté à Paris. Les quartiers changent par le départ des Blancs qui étaient. À la place de la famille Calenda est arrivée la famille Benaïchouch, à la place de la famille Vidal est arrivée la famille Benhammer. C'est-à-dire que petit à petit, les cités de transit, les bidonvilles se résorbaient. Et du coup, les gens arrivaient dans les cités, 80, 90, les cités se sont remplies. Et on s'est retrouvés entre nous, et qu'entre nous. Même le gardien, qui était un blanc, n'était plus là, quoi. J'ai toujours refusé d'habiter dans des grands ensembles, dans des grands quartiers. J'ai grandi là-dedans et je voulais pas vieillir là-dedans. Je voulais pas mourir dans ces grands quartiers. Je voulais pas que mes enfants grandissent aussi dans ces quartiers. Ma fille, donc, elle est allée toute son école maternelle dans les quartiers nord. Et lorsque j'ai voulu donc la mettre à l'école primaire, là, je suis allée donc voir l'école primaire d'à côté. Et là, j'ai découvert qu'il y avait 2 écoles maternelles, la mixte 1 et la mixte 2. Et en regardant dans la cour, j'ai trouvé que les faciès étaient quand même drôlement triés dans cette cour. Et donc, j'ai pas voulu mettre ma fille dans cette école. C'est-à-dire, comment ça... Moi, il y avait la cour des petits arabes et des petits noirs et une cour qui était un peu plus claire. Et ça m'a, quelque part, ça m'a pris de dire non. Moi, oui, mais pas elle, quoi. Mais pas elle. Et on a décidé donc de mettre notre fille, qui est rentrée en primaire, dans les quartiers sud, les quartiers bien riches, bien bourgeois de Marseille. Et les 2 autres ont suivi, donc elles ont fait toutes les 3 leur scolarité dans une école catholique privée. Donc on a payé. Et donc j'ai dit, je prends pas le pari de jouer, je joue pas l'avenir de mes enfants, quoi. Paul, on peut peut-être maintenant voir ce que serait la composition, avec les réserves que vous avez exprimées tout à l'heure, ce que serait la composition de cette Assemblée 86. Absolument, et je crois que ces divers votes seront importants ce soir. Et l'autre événement de la soirée, c'est l'entrée spectaculaire du Front National qui obtiendrait 33 sièges. Jean-Marie Le Pen aurait ce soir, grâce à la proportionnelle, aura son écharpe tricolore. Une élection... Boum, on a le Front National à l'Assemblée nationale. Donc son commerce électoral, ça a toujours été les immigrés, les voleurs de travail, les ceci, les cela. Voilà. Donc la réponse de la République à ces marcheurs, au message de la marche, aux revendications des marcheurs, eh ben non. Voilà ce qu'on vous fait. Voilà notre réponse, c'est l'installation du Front National à l'Assemblée nationale. Il y avait SOS Racisme d'un côté et le Front National de l'autre. Une espèce d'étau qui faisait que notre espace, il se réduisait. Notre espace de liberté et de combat, il se réduisait. Et donc une fois, on est allé manifester contre Jean-Marie Le Pen, Angela Ba. Et on n'aurait jamais manifesté en robe arabe en 83 ou en 80. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et c'est là où je dis qu'ils nous ont repoussés dans nos retranchements jusqu'à nous habiller en femmes arabes. Puisque c'est ce qu'on était devenus. Donc du coup, on leur répondait, oui. Vous ont enlevé de la citoyenneté. Ouais. Donc du coup, on a remis la djellaba et le foulard sur la tête. On avait même pris des moutons de l'Aïd, à qui on avait mis une laisse et on est allé manifester comme ça. C'est-à-dire qu'on répondait à l'attente qu'ils avaient de l'image qu'ils avaient de nous. Voilà. C'était aussi un message pour leur dire, si c'est ce que vous voyez, que lorsque vous nous voyez, allons jusqu'au bout, quoi. On avait décidé de monter une section, un parti socialiste qui n'existait pas. Donc c'était le collage d'affiches, machin et tout. Et à un moment, on était en réunion dans une petite salle et on commençait à parler de la création de commissions. Et puis il y avait la commission immigration qui est arrivée parce que chaque parti ou chaque section avait sa commission. Et c'était la commission d'immigration. Et le seul maghrébin qui était dans la cellule, c'était moi. Et les 5 ou 6 personnes qui étaient là, parce qu'on n'était pas beaucoup début, ils me regardaient tous. Donc pour eux, c'était naturel que... Et là aussi, dans ma tête, je me suis dit, ça changera jamais. Et puis bon, je suis parti. J'ai déchiré ma carte, j'ai pu payer de cotisation et j'ai tourné le dos au Parti Socialiste, et voilà. Pourquoi moi j'ai plus percé que d'autres? Les circonstances, le hasard, le choix, peut-être aussi le fait que j'étais beaucoup plus imperméable que d'autres à toutes les pressions.
Et l'autre chose, je n'ai pas de rancœur. En tout cas, je vais être honnête, je suis comme tout le monde. J'avais un puits de haine. J'étais rempli de haine. J'étais rempli de volonté de me battre. Je sais pas contre quoi, contre des moulins à vent, contre... Bien sûr, quand je raconte ce qui s'est passé, quand je raconte quand j'étais arrêté, quand je raconte les humiliations, je me souviens, moi, quand j'étais enfant et qu'on disait tue à mon père, à la boulangerie. Ça me choquait, quoi. Je me souviens de ce que c'était qu'être pauvre, Bien sûr, t'as la haine. Moi aussi, je peux dire, c'est quoi cet univers où moi, je suis le dernier à avoir eu la polio, et j'ai pas pu faire du foot, et j'ai pas pu faire ceci, et puis j'étais petit, et puis pourquoi moi aussi j'ai le droit de dire ça aussi, moi aussi j'ai ma part de haine. Mais non, j'ai tout choisi l'inverse. Peut-être aussi c'est pour ça que j'ai avancé. Je me suis dit, attends, franchement, t'en as chié pour marcher, c'est pas pour vivre dans la haine et pourrir ma vie, j'ai tout transformé. Moi, j'ai pas lâché prise et j'ai pas lâché l'affaire. J'ai écrit, j'ai parlé, j'ai répondu, je me bagarre. J'ai bien pris conscience tout le long de mon engagement, dans les collectifs qu'on a montés ou dans les associations, que tant qu'on ne serait pas dans les lieux de décision, les lieux de sensibilisation, ça ne changerait pas. Et donc, les Verts avaient repéré que voilà, je portais une parole. Donc, ils sont venus me solliciter en disant « ce serait bien que tu fasses les européennes avec nous, tu serais société civile ». Est-ce que tu es la première élue Issue de l'immigration maghrébine, oui. Au Parlement européen, française, oui. J'étais emblématique de pionnière, c'était le mot qui revenait dans la presse écrite, pionnière. Et le mot pionnière me convient mieux parce que on se griffe dans les ronces, hein, quand tu veux passer une barrière. Tu vois, tu te griffes, tu as les traces qui restent, mais tu es passé, tu vois. Même si c'était dur, difficile, tu t'es écorché. C'est vrai qu'au niveau associatif, moi je suis passée en politique tout en continuant à soutenir des associations, mais quand même le milieu associatif laïque s'est essoufflé et que on a vu émerger que pratiquement les réseaux associatifs religieux, quoi. Elles se prénomment Leila, Fatima et Samira. Ce sont 3 collégiennes de Creil. De confession musulmane, elles portent le foulard. Or, selon le principal, le port du foulard est incompatible avec la laïcité de l'école publique. Tout se raffue autour de vos filles. C'est pas la sérénité totale pour leurs études et leur avenir. Et vous savez que l'islam aussi, c'est le savoir, la recherche du savoir permanente. Est-ce que ça vous dérange pas? Est-ce que vous sentez pas responsable de la non-tranquillité de vos enfants? Moi, j'ai le sentiment que c'est un genre de... ça pourfend, c'est un coup d'aiguillon dans la Constitution, quoi. J'ai l'impression que, comme si, en République laïque, on nous impose un agenda qui n'est pas le nôtre, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui m'inquiète. C'est pas tellement les petites filles, qu'est-ce qu'elles vont faire avec leur voix? Elles sont pas dangereuses pour la République. C'est ce qu'il y a derrière, quoi. Et ce que ça peut entraîner après, comme phénomène. Et l'un dans l'autre, ça entraîne un phénomène, ça a ouvert des brèches. Quand pendant des années, nous, on a revendiqué le fait d'être chez nous, machin, et qu'on a préféré faire le choix de certaines associations religieuses dans certains quartiers, on l'a fait aussi à nos détriments. On était les bons interlocuteurs pour nos institutions. Ils se sont ratés parce qu'on aurait gagné en paix sociale, on aurait gagné en déghettoisation, parce que depuis, ils ont renforcé le ghetto. On aurait gagné en justice et probablement on aurait gagné en cohésion nationale. En 83, on s'est offert à la France. C'est vrai, on s'est offert à elle. On était prêts à... Je suis sûre que si ce jour-là, on avait dit, allez, vous mangez tous du jambon, là, je sais pas si on l'aurait pas fait. On s'est offert à la France. Et elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu. Mais on était vraiment prêts à... Ouais, la devise française était pour nous la plus belle devise au monde, quoi. La plus belle. Et il y a eu un raté, mais un vrai raté. L'histoire, elle a bugué à ce moment-là, quoi. On est monté dire à la France, on t'aime, même nous, quoi. Et on est revenu chez nous, la queue entre les jambes, quoi. Et du coup, je pense qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là
qui s'est ensuite transformé en repli identitaire et en repli communautaire. Pour moi, les années 90, on va dire à peu près, c'est le terrain vague politique. Et comme dans tous les terrains vagues, il s'y passe des choses que personne ne contrôle. Il y a des bouts de terrain qui s'effondrent, il y a des plantes qui poussent. Mais en fait, personne ne sait exactement ce qui se passe. La France est dans une sorte de no man's land terrain vague. Elle laisse faire les choses naturellement. Quand la France laisse faire les choses naturellement, il se passe n'importe quoi. Le meilleur, rarement, mais le pire, souvent. Des heures sans peur et sans reproche, des jeunes au courage, de Gavroche, Camembert, des Nivelles fous, 10 au départ et 100 000 au bout.